Bienvenue à tous, tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous ne comprenez pas toujours, tout ce qui fait la métropole pour le quotidien des 49 communes, c'est ici dans le Brief Métro. Bienvenue. Les grands dossiers expliqués par vos élus, tendez bien l'oreille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet déterminant, la base de votre cadre de vie, de vos déplacements. On va parler d'urbanisme. C'est vous qui en êtes chargé, Ludovic Bustos. Bienvenue. Merci. Vous êtes le vice-président chargé de la stratégie foncière, de l'urbanisme et du PLUI, dont on va parler dans un petit instant et qu'on va même détailler. Vous êtes aussi le maire de Poisat. Alors l'urbanisme, c'est historiquement un sujet qui suscite de l'émotion dans les assemblées, qui fait grincer des dents parfois. C'est toujours le cas ? Toujours. C'est toujours animé, c'est vivant, mais c'est bien. Ça veut dire que les gens s'intéressent aussi au cadre de vie et à ce qui les entoure. Ça veut dire que parfois on craint de le voir changer ? Le changement fait toujours peur, donc oui, effectivement, il y a des fois des sujets de tension, mais ce qui est important, c'est toujours d'échanger, d'arriver avec de la pédagogie à expliquer pourquoi on prend telle et telle orientation. Et on peut aussi rappeler que historiquement, c'était les communes qui étaient chargées de l'urbanisme. La compétence urbanisme des métropoles est plus récente. Alors c'est depuis effectivement l'affirmation de la métropole en 2015 qu'on a la possibilité d'avoir un document d'urbanisme. C'est ce qu'on a fait. Le PLUI était travaillé au mandat dernier. Et est arrivé donc en 2019, fin 2019, et donc il est opposable depuis le 1er janvier 2020. Et on a travaillé le PLUI avec les communes, puisque la métropole fixe le cap, mais c'est quand même les élus locaux qui vivent le terrain. C'est eux qui connaissent essentiellement les zonages, les zones à enjeu. Et donc il y a un travail très, très étroit de coopération, de collaboration avec les élus locaux pour que le document d'urbanisme puisse épouser l'ensemble des caractéristiques du territoire. Alors ça, c'est le contexte qu'on a bien compris. Dans le cadre de ces PLUI, vous procédez à des travaux et pour montrer l'exemple, vous avez choisi, la métropole grenobloise, de réhabiliter le siège même, c'est-à-dire la maison de la métropole. Il fallait aussi commencer par montrer l'exemple avec un bâtiment peu consommateur d'énergie. Il était vieux, ce bâtiment, il datait de 1973, ce fameux forum. On le voit ici tel quel, hein, avant le début du travaux, une construction ancienne. Une construction ancienne des années, massive, des années 70, effectivement, et qui devenait, qu'il était devenu urgent de regarder de près son évolution. Tout simplement parce qu'avec le changement climatique, on arrivait à des problématiques où l'hiver, dans les bureaux, il faisait très froid, et à l'inverse, l'été, il faisait très chaud. Donc c'était pas du tout confortable pour toute une partie des agents. Et comme vous le savez, la métropole s'est développée avec des compétences qui lui sont venues des communes et du département depuis le 2015. Et on est passé en gros de 800 agents en 2015 à pratiquement 2000. Et donc il fallait évidemment qu'on adapte le siège du Forum métropolitain. Il faut rappeler aussi qu'il y a plusieurs sites. Hein. Ce n'est pas le seul siège de la métropole. Oui, il y a plusieurs sites parce qu'il a fallu qu'on s'adapte. Mais c'est des sites, il y a 7 sites en ce moment pour loger, entre guillemets, et faire travailler l'ensemble des agents métropolitains. Mais l'idée était aussi de les réunir dans une même maison commune pour un tas de raisons, notamment pour qu'il y ait une meilleure coopération, pour qu'il y ait moins de déplacements et puis pour qu'il y ait une vraie lisibilité aussi de la métropole. Donc on a pendant longtemps hésité à savoir si il fallait détruire le bâtiment, reconstruire ou faire un siège ailleurs. Et puis pour diverses raisons, notamment parce que le pôle administratif est quand même sur ce site et sur ce lieu, on a décidé de faire une réhabilitation complète, mais une réhabilitation à haute qualité environnementale. Une réhabilitation qui s'appelle Passive House et ce sera le premier bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir ce label. Donc on en est fiers. C'est un gros boulot, mais pour l'instant, ça se déroule bien. Et il a été choisi non pas de le désosser, au contraire de le décharner. On l'a vidé de l'intérieur, en fait, en gardant le squelette. Exactement. On a gardé le squelette, on a désamianté tout ce qu'il fallait. On a permis à ce qu'il y ait 90 tonnes de matériaux qui ont pu être réemployés, à la fois pour les communes, mais aussi pour les entreprises locales. C'est de la robinetterie, c'était de la faïencerie, du matériel technique, matériel électrique. Également, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'escalier en fer ou en acier, je ne sais même pas trop en quel,
qui avait, lui, il a une deuxième vie dans une entreprise qui a été rachetée par une entreprise à Belfort. Donc on a fait en sorte de réutiliser les matériaux qui valaient encore le coup. 70 tonnes, hein, comme on le voit ici sur ces images, 70 tonnes de matériaux qui ont été 70 réemployés. et 90, ouais. Un peu plus du coup, ouais. qui ont été réemployés, réhabilités, réutilisés. Exactement. Le matériel aussi a été proposé. Il y en a certains qui ne vont pas être réutilisés, d'autres oui aussi. C'est normal, quand on déménage, on garde aussi ses meubles. C'était le souhait de la métropole également? Tout à fait. On a privilégié, et pas mal de petites communes ont pu avoir des choses. On a privilégié évidemment le service technique des 49 communes. Et puis après, on l'a ouvert aux entreprises locales s'il y avait des besoins. Donc ça a bien fonctionné, on en est bien content. Donc un chantier colossal qui vise, on l'a compris, à réduire les consommations d'énergie également. Par quel biais? Je crois qu'il y aura aussi du triple vitrage. Ce sont vraiment des technologies qui sont aujourd'hui les plus modernes. Il y a du triple vitrage, effectivement. Il y a également des récupérations des eaux usées qui vont permettre d'alimenter les climatisations et le chauffage. Donc on va avoir aussi une réhabilitation thermique de haute qualité. Et puis, on va travailler aussi l'insertion avec les eaux de pluie qui vont être récupérées, avec une place du végétal beaucoup plus importante que celle qu'il y avait avant pour justement en faire un bâtiment aussi avec des îlots de fraîcheur, puisqu'il faut qu'on s'adapte maintenant face au changement climatique. Alors, on l'a dit, c'est un chantier colossal. Le montant des travaux a augmenté depuis qu'il avait été initialement voté, de 86 millions d'euros à aujourd'hui 108 millions. Certes, l'inflation est passée par là, le coût des matières premières est également beaucoup plus élevé. Est-ce que cela suffit à une augmentation aussi importante ? Écoutez, en tout cas, c'est les chiffres, je ne les nie pas. On est passé effectivement, comme vous l'avez dit, de 86 millions à 108 millions. Ça fait grincer beaucoup de dents aussi. Ça fait grincer des dents, non, mais je peux le comprendre, c'est normal. Mais à partir du moment où on avait engagé autant d'études et de travaux de réhabilitation, on était quasiment à plus de 25 millions de dépenses. Mettre fin à ce projet, c'était aussi gaspiller de l'argent. Il faut savoir aussi que c'est un projet qui s'inscrit à long terme. Ça va permettre de reloger plus de 1250 agents, avec des normes de sécurité, j'allais dire, importantes, ce qui n'était pas le cas avant, des normes PMR, ce que n'avait pas l'ancien bâtiment. Et je crois qu'en tant qu'employeur, on se doit de donner satisfaction aux agents du service public. Et comme je vous le disais, ce n'était pas le cas sur différents lieux et différents bureaux. Donc oui, il y a une augmentation, mais qui s'explique effectivement par l'inflation et puis par la hausse des matériaux qui est à peu près de 25 à 30%. Donc c'est maîtrisé, on espère qu'il n'y aura pas plus de dérives, mais en tout cas, on a été transparent sur le montant et sur la façon dont le forum a été traité. Allez, un autre sujet qu'on a présenté ici en introduction, le PLUI. Alors vous qui êtes musicien, c'est la partition. Le PLUI, c'est la partition de la métropole qui remplace 48 anciennes partitions, qui donc a été adoptée en 2019. C'est la partition des règles d'urbanisme, bien sûr, sur lesquelles les communes doivent se baser. On avait historiquement le cadastre, puis le POS, désormais le PLUI. Est-ce qu'on a facilement franchi toutes ces étapes? Est-ce qu'on a désormais une culture métropolitaine de l'urbanisme? Écoutez, à ma grande surprise, je dirais oui, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait au mandat dernier. Il y avait besoin de sécuriser un certain nombre de documents d'urbanisme des communes, donc il y avait une vraie nécessité pour le territoire d'avoir un document unique, donc le PLUI intercommunal. Plan local d'urbanisme intercommunal, c'est vraiment la peine. Cette compétence, elle est partagée aussi avec les maires. C'est-à-dire que la métropole, elle fixe le cadre, elle fixe la partition, mais la partition est jouée et signée par les maires et par les instructeurs des services publics. Donc, la métropole ne donne pas des ordres. Elle dit voilà quelle est la loi. Elle fixe un cadre, mais elle prend en compte, et c'est tout l'objet de la coopération entre métropole et commune, elle prend en compte les réalités de terrain, elle prend en compte aussi les élus locaux qui vivent mieux que moi leur ville, leur village, leur bourg, et qui donc permettent de faire évoluer ce document d'urbanisme. Donc il y a une grosse collaboration qui est faite.
Mais elle est nécessaire puisque derrière, c'est les maires qui vont signer, c'est les maires qui vont instruire, c'est les maires qui vont aussi faire évoluer leur ville, leur village, leur quartier. Donc là, il faut qu'il y ait une coopération, une collaboration. C'est essentiel sur un document d'urbanisme. Est-ce qu'elle se passe bien d'ailleurs cette coopération, cette collaboration, puisque ce document nécessairement donne des orientations, mais également des obligations et des obligations légales? Il y a des contraintes. Alors, il y a des contraintes géographiques, il y a des contraintes de risque, mais on voit bien que l'ingénierie métropolitaine, elle a aussi donné beaucoup de sécurité aux maires. Donc oui, la collaboration, elle se passe bien. Après, c'est un document qui doit être vivant, qui doit sans cesse s'adapter, à la fois parce que les projets des communes évoluent, les projets métropolitains évoluent. Le législateur fait aussi évoluer les choses. C'est le cas avec la trajectoire ZAN, zéro artificialisation nette, qu'on doit arriver à mettre en place au sein du PLUI avant 2028. Donc il y a des vrais enjeux, puisqu'on ne va plus pouvoir construire comme avant. Il va falloir aussi s'adapter au contexte et au réchauffement climatique. Donc on a besoin de ces temps d'échange avec les élus pour avancer et faire en sorte que le territoire reste attractif. En gros, quelles sont ces grandes orientations ? Alors, quelles sont ses priorités? Parce qu'on sait que c'est un territoire qui est très divers, 49 communes, avec aussi bien une vaste zone urbaine, avec un territoire de campagne, un territoire de montagne. Alors, il a été basé sur 3 gros piliers, le PLUI, historiquement. La transition énergétique et écologique, qui est nécessaire, et le fait qu'on vive dans une cuvette, mais il ne faut plus qu'on parle de cuvette parce que c'est négatif, il faut vraiment qu'on change le logiciel et qu'on y voit quelque chose de positif. La deuxième chose, c'est un territoire attractif, donc au service de l'économie et au service de l'emploi. Et on voit qu'on est quand même aussi un territoire là-dessus qui est plutôt qui fonctionne bien et qui est en avance. Donc le PLUI, il permet de favoriser encore ça. Et ensuite, il y avait un désir de cohésion sociale et territoriale. À la fois pour mener à bien les grands projets de renouvellement urbain, qui sont importants, l'ANRU, les projets d'ANRU, mais également, comme on est dans une métropole qui est quand même polycentrique, vous l'avez dit, la plus petite commune fait 80 habitants, la plus grande un peu plus de 150 000 habitants, des territoires et des communes qui sont à la fois urbaines, semi-urbaines, rurales, voire même de montagne. Donc le PLUI devait s'adapter à tout ça. Donc, et trouver une cohérence. Et trouver une cohérence, exactement. Donc c'est pour ça que la cohésion sociale et territoriale est le dernier pilier et il est important de le souligner. Parce que l'urbanisme, c'est la base du vivre ensemble, en fait. Exactement. Ça commence par ça. C'est ça. Et il y a aussi, vous l'avez dit, une nécessité de transition écologique. Est-ce que c'est nécessairement une métropole plus verte, avec des îlots de fraîcheur, est-ce qu'on a tendance davantage à construire tout autant, mais construire mieux en respectant ces équilibres? Comment est-ce que c'est possible? Et ça s'écrit dans un document comme celui-ci. Exactement. On a un vrai équilibre à trouver parce qu'on a besoin de construction de logements. On a vu que notre plan local de l'habitat, le PLH, il faut à peu près 40 000 logements dans cette agglomération, entre 15 et 17 000 logements sociaux. Donc il y a un vrai besoin de construction. Et des obligations communales de la construction. Et des obligations, exactement. On n'est plus en capacité de reconstruire la ville. On est dans l'optique de la réparer. Et donc, pour ça, il faut qu'on modifie, qu'on adapte les documents d'urbanisme. Et là, on va lancer une modification numéro 3, qui est une modification à enjeu, qui est très importante, qui va donner une OAP bioclimatique et une orientation bioclimatique à notre PLUI. Une OAP? Ouais, c'est une orientation d'aménagement programmatique qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire et qui va permettre, dans les constructions à venir ou les renouvellements à venir, de prendre en compte la dimension bioclimatique. Donc de réduire l'empreinte. Donc de réduire l'empreinte carbone, de faire en sorte qu'il y ait plus de plantations, que le végétal soit encore plus prégnant dans l'ensemble des constructions, que les prochaines constructions réhabilitation puissent être en adéquation avec l'environnement. On ne construit pas pareil en haut du Sapé comme au cœur urbain de Grenoble ou comme à Poisat. On a réussi avec des études et même le travail qu'on a pu faire avec les élus sur différents séminaires à mettre en place
10 grandes ambiances climatiques. Et donc, on va donner des préconisations dans cette OAP bioclimatique pour aider les constructeurs demain à proposer des projets qui permettent de s'adapter au changement climatique. Évidemment, un appartement plein sud, il devra se protéger. Et à l'inverse, ceux qui sont en pied de colline, ils devront aussi se protéger de manière différente. Et on doit protéger les bourgs aussi, les bourgs et les villages. Oui, c'est aussi une des orientations du PLUI. Et les hameaux même. Les bourgs, les hameaux, les vies de quartier. On parle souvent de la ville du quart d'heure, on sait que c'est compliqué de la mettre en place, mais on a besoin d'avoir ces lieux de vie, ces lieux où de nouveau les gens se rencontrent, les gens échangent, et qui font que les quartiers, les bourgs, les villages sont vivants. Alors pour ça s'accompagne avec évidemment une qualité d'espace public, et un accompagnement à diverses choses. Et c'est tout l'enjeu de l'aménagement du territoire de demain. C'est tout un équilibre aussi à chercher entre densification urbaine pour préserver les zones vertes de cette métropole, préserver les hameaux historiquement, mais construire également conformément aux obligations de construction de logements sociaux. Globalement, ça se passe bien ? Ça se passe bien avec effectivement un contexte économique qui n'est pas simple, y compris même pour ceux qui fabriquent la ville avec nous, les archis, les promoteurs, les agents du BTP qui souffrent, mais qui doivent eux aussi s'adapter. Et plus on a un document d'urbanisme qui va être novateur, plus ils arriveront aussi à s'adapter. Donc on a un gros travail à faire à la fois avec eux, d'échange, de pédagogie, pour qu'ils puissent demain proposer des constructions et des réhabilitations qui pourront qui pourront être dans la durée. On parle de réhabilitation sur 40, 50, voire 60 ans. Et c'est important que tout le monde puisse prendre la bonne trajectoire. En tout cas, c'est un enjeu fort. On sait que sur l'agglomération grenobloise, on risque d'avoir entre 2,5 de degrés en plus. Donc on a besoin de s'adapter. On a besoin que l'ensemble de la fabrique de la ville s'adapte pour que les gens puissent vivre sereinement et normalement dans leur logement. Pourvu aussi que les process, eux aussi, prennent le train de cette transition écologique. C'est un autre sujet, celui-ci. Vous avez bien du pain sur la planche. Prochaine étape ? Alors, prochaine étape, c'est la modification numéro 3 du PLUI dans ce mandat qui sera votée. Et il y aura on est en train de travailler une autre modification qui sera votée en début de mandat et qui devra prendre aussi en compte la trajectoire ZAN, zéro artificialisation nette. Et ça, c'est important aussi de le souligner, puisqu'on ne va plus pouvoir faire de l'étalement urbain comme avant. La loi a donné une trajectoire à 2050 à une neutralité avec la loi ZAN. Et c'est important que les documents d'urbanisme de Grenoble, mais pas que, puissent dès rapidement avoir cette trajectoire-là et permettre aux élus locaux d'y réfléchir. Oui, on y voit plus clair grâce à vous. Merci encore Ludovic Bustos. Toutes les informations, on peut le dire aussi, sont sur le site grenoblealpesmétropole.fr qui est très accessible pour l'information du grand public en particulier. Merci encore à vous. Merci. J'avais juste une dernière petite chose. Allez-y, je vous en prie. Puisqu'on a parlé du siège du forum, il y a bientôt les journées du patrimoine, 21-22 septembre, et il y a une possibilité de visite. Il faut s'inscrire en ligne sur le site de la métropole. Donc siège. Du siège, oui, bien sûr. Donc pour ceux qui sont intéressés, alors des places sont limitées, mais pour ceux qui sont intéressés, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Parfait. Merci encore à vous, Ludovic Bustos, et merci à vous tous.